Yo les Kaizoku et la Kazoku, c'est Zoko, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Bienvenue à tous et à toutes sur ce nouveau format de review de ma chaîne qui, je l'espère, vous plaira. Alors, putain, ouais, déjà pour commencer, quel chapitre de malade, effectivement. Non mais what the fuck, je suis pas malade dans ce chapitre là, non mais lol. Mais dans ce genre là, surtout à la fin. La semaine passée, j'étais en mode... Voy a la playa, había subido la marea. Jesús. Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Metí entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. Je dois vous avouer que je suis deg, hein. J'en étais seulement qu'à la première étape. Donc, ma review a pour but de vous donner ma vision sur la manière d'interpréter ce chapitre, rien de plus ni moins. Alors pour commencer, concernant la cover du chapitre sur les Tantata, je me pose la question suivante. Oda, what the fuck? Non. Plus sérieusement, pourquoi les Tantata iraient escorter le roi Riku à la rêverie sur un navire pirate? Déjà, pour commencer, c'est pas très cohérent à mon avis. Avant même de pouvoir arriver au lieu de la rêverie, ils seront déjà hués par toute une armada de navires de la marine, car il est évident que l'endroit de la rêverie doit être surveillé, telle la zone 51. Donc, malgré le fait que je comprends la détermination des Tantata à escorter le roi Riku à la rêverie, je me dis que les Tantata devraient déjà commencer à arrêter de rêver. Bon, ok, j'arrête mes jeux de mots tout pourris. Bref, je vais pas m'attarder sur ça. Mais pour moi, c'est un peu du what the fuck. Mais bon, faisons confiance au très vénéré Oda. Alors, j'ai décortiqué ce chapitre en plusieurs étapes. Déjà, pour commencer, je vais vous parler du flashback de Luffy, de la partie de BG qui est poursuivie par Big Mom, et des pirates qui poursuit le Sunny. La quatrième partie sera Sanji avec Pudding et dans cette même partie, j'ai regroupé la partie de Cacao Island également. Et la cinquième et dernière partie qui concerne ce chapitre sera le fameux combat Luffy contre Katakuri qui me semble la partie, je pense, la plus intéressante du chapitre. Et en dernière partie, la partie hypothétique du Gear Force, le Snake Man. Concernant le flashback de Luffy, on apprend quand même pas mal de trucs intéressants sur son entraînement au Haki de l'observation, tels que les attaques empreintes de volonté, les conditions extrêmes dans lesquelles Luffy s'entraîne et la sévérité de Rayleigh envers son élève. Eh bien c'est simple, d'après moi Rayleigh a volontairement placé Luffy dans des conditions extrêmes telles que il doit esquiver 100 fois les attaques de Rayleigh sinon il ne mangera pas, l'odeur de la bouffe qui peut déstabiliser Luffy parce que Rayleigh sait que Luffy est gourmand et qu'il va plus être concentré sur la bouffe que sur son entraînement, et d'autres éléments. Tout ça afin que Luffy puisse apprendre à garder sa concentration et ne pas se laisser distraire par tout ce qui l'entoure. Quand je parle de tout ce qui l'entoure, bien évidemment, ça peut être les animaux qui passent dans la forêt de loin, qui passent derrière, qui font du bruit, qui se battent, etc. Enfin, vous voyez. Et ensuite, quand Luffy tape la bouffe en pensant que Rayleigh se trouve là-bas, il dit ouais, c'est peut-être par là et tout ça, etc. Il y a Rayleigh qui s'énerve un petit peu de manière humoristique parce que c'est la petite touche que Oda aime apporter sur ses chapitres. Sur le coup que Rayleigh porte à Luffy, Luffy arrive à ressentir la colère de Rayleigh à travers son cou. Et d'après les dires de Rayleigh par la suite, ça serait dû au Haki de l'observation, en plus de savoir anticiper les coups. Le Haki de l'observation permettrait de pouvoir ressentir les émotions. D'ailleurs, ça me fait un petit peu penser à ce qui s'était passé à la fin de l'arc de Dressrosa avec Fujitora. Malgré que Fujitora est aveugle, il arrivait à ressentir les émotions des habitants de Dressrosa à la fin de l'arc, et même la bonté qui émanait de Luffy, malgré que Fujitora et Luffy soient ennemis, effectivement. Ça pourrait être d'ailleurs un petit foreshadowing de la part d'Oda, qui sait. Mais moi j'ai pensé à un truc en plus. Au fait, ça serait peut-être dû aussi au fait que Luffy et Roger possèdent le pouvoir d'entendre la voix de toute chose. Essayez d'imaginer un petit peu. Si Luffy arrive à exploiter ce pouvoir d'entendre la voix de toute chose, ça pourrait d'ailleurs s'avérer être un énorme avantage pour Luffy.
par la suite face à ses adversaires, car Luffy pourrait cerner rapidement les réelles intentions de ses adversaires. Mais bon, voilà, c'est un petit truc auquel j'ai pensé, donc je tenais à en faire part sur cette revue de chapitre. Alors sur cette deuxième partie de revue de chapitre qui concerne PJ et Big Mom, ce que j'ai relevé, c'est que j'ai l'impression que Prométhée a l'air d'être fatigué, parce qu'on voit qu'il a des petites gouttes de sueur, on dirait, là, sur la case. Et en plus d'être trop grand, ce qui réduit considérablement sa vitesse de déplacement, il faut penser à un autre truc également. Ok, je vous l'accorde, on n'est peut-être pas dans le monde d'Einstein ou quoi que ce soit. Mais si on essaie de suivre une certaine logique qui régit le monde de One Piece, on pourrait se dire que Prométhée a besoin d'énergie pour se déplacer et lancer des attaques. La preuve, quand il s'était perdu avec Zeus il y a quelques chapitres de ça, il avait faim et il disait qu'il devait manger des flammes, ce qui explique probablement son état de fatigue. Un peu comme Zeus face à Nami après avoir utilisé toute son énergie. Vu que ce sont des homies qu'il fait à partir de l'âme de Big Mom, ils doivent également souffrir des symptômes de Big Mom, une faim insatiable, ce qui est un peu logique. D'ailleurs, Big Mom qui devient de plus en plus maigre au fil des chapitres, en mode pause sur les autres, si ça continue, Brook aura peut-être une petite amie. Alors, sur la troisième partie des pirates de Big Mom et le Sunny, donc Smoothie. Alors là, concernant la taille de Smoothie, alors là, je dois vraiment vous avouer que je suis complètement largué. Mais son épée a l'air de dégouliner, donc elle a peut-être utilisé son pouvoir du fruit du démon sur des objets pour augmenter sa taille. Par conséquent, pouvoir lancer des attaques à distance dévastatrices comme on l'a vu. Par contre, difficile de comprendre comment elle a pu grandir à ce point, même avec son fruit du démon, car trop peu d'éléments me permettent de comprendre l'utilisation de son fruit du démon. Elle a peut-être mangé un champignon de Mario Bros, qui sait. Alors, cette quatrième partie de chapitre, où j'ai mis mes points un petit peu par rapport à Sanji, qui sera un petit peu le stratagème, et en même temps j'ai regroupé avec la partie Kakao Island, on sait que Sanji a un plan en tête. Et on sait également que pour plusieurs arcs, tels que Little Garden, Alabasta, Skypiea, Enies Lobby et j'en passe, il a été un stratagème hors pair. Le fait qu'il se trouve à Kakao Island, ça lui a permis d'analyser les yeux et de réfléchir à un plan de sauvetage qui lui permettrait d'aider Luffy par la suite. En plus de ça, Pudding, qui est une alliée de Sanji qui pourrait vraiment lui servir en cas de problème, grâce à la manipulation de la mémoire, ça pourrait vraiment s'avérer crucial si le plan de Sanji foire à un moment ou à un autre. Effectivement, Sanji ne pourra pas s'infiltrer aussi facilement que ça à Kakao Island, avec toute l'armada de Oven et l'équipage de Big Mom. Moi je vous dis perso, retenez bien ce détail concernant Sanji, car je pense que ce sera un élément décisif pour la fuite de Luffy au moment le plus important. Du côté de Kakao Island, on découvre l'apparence partielle de Snack. D'ailleurs ça fait plaisir de le voir, quoi. Mais il paraît frustré par les actions de la nouvelle génération, entre parenthèses les Mugiwara. D'ailleurs ça se comprend, suite à sa défaite contre Rouge, il a été rétrogradé de son statut de Sweet Commander, vu qu'il est présenté comme ex-Sweet Commander, avec une prime de 600 millions de berries, c'est pas mal, mais ouais, donc on ignore ses capacités, donc voilà, on verra par la suite peut-être dans un combat comment ça peut se passer par la suite. Mais par contre, je trouve dommage qu'on ne le voit pas plus que ça, mais bon, j'imagine qu'on le verra plus à l'action par la suite. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, forcément, le combat Luffy contre Katakuri. Bon, c'est vrai, le combat se passe à une partie du début du chapitre, après en milieu, puis vers la fin. Donc moi, j'ai voulu regrouper tous ces trucs et ces points que j'ai observés pour vous garder ça pour la fin. Donc, Luffy essaie de créer des conditions dans lesquelles il serait le plus susceptible de pouvoir exploiter au maximum le haki de l'observation. En fermant les yeux de façon à mieux se concentrer sur les prochaines attaques de son adversaire et essayer d'imaginer, donc voilà, pour les visualiser. D'ailleurs, on voit une petite case avec la visualisation du haki de l'observation, etc. Et aussi, après ça, il esquive facilement la première attaque multiple de Katakuri en mode éveillé. Et on remarque qu'il met du haki sur son visage pour limiter les dégâts, si vous avez bien remarqué. Parce que ouais, je pense qu'il a eu le temps d'esquiver les coups, mais après par la suite, il s'est pris un coup. Il n'a pas eu le temps d'esquiver, donc il savait qu'il n'aurait pas eu le temps de réagir pour esquiver, mais ce qu'il a fait, instinctivement, il a mis du haki de l'observation sur son visage. Ce qui est plutôt ingénieux de sa part, je dirais. Mais il se retrouve vite acculé par Katakuri, parce que Katakuri possède l'avantage sur Luffy. Parce que Katakuri est éveillé et maîtrise mieux sa vision du futur, tandis que Luffy peine à combiner le haki de l'observation en mode futur et le haki de l'armement. Durant ce chapitre, on voit que Katakuri a largement le dessus sur Luffy, malgré que Luffy lui porte quelques coups. C'est un petit peu méli-mélo, je sais pas comment dire ça. Et à un certain moment, j'ai vraiment l'impression que Katakuri a envie que Luffy le surpasse.
Il encourage même ce dernier à continuer à se relever en le provoquant. Il dit « encaisse le coup, c'est ça, relève-toi, Mugiwara, c'est tout ce que tu as, tu n'es pas capable de faire mieux. » Enfin, vous voyez, vous-même, vous l'avez vu. En voyant ça, je me suis dit « putain, c'est sûrement dû au fait que c'est la première fois que Katakuri se bat contre un adversaire qui arrive autant à lui tenir tête. Puissance, résistance, ténacité, détermination, bref. Katakuri doit se dire qu'il n'aura peut-être plus l'occasion de se battre contre un adversaire de cette trempe pour lequel il éprouve du respect et reconnaît en lui une certaine valeur qu'il n'a jamais ressentie auparavant chez ses anciens adversaires. Car certes, au début, Katakuri méprisait Luffy. Il lui disait « ouais, t'es pitoyable, etc. etc. » Et au fil du combat, vu que Luffy a évolué, Katakuri a commencé à reconnaître une certaine valeur en lui. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle son action précédente avec le trident lui a fait aller jusque-là, en fait, justement. Et au final, on arrive sur la dernière partie de ce chapitre qui se termine sur un énorme cliffhanger avec le Gear Force Snake Man. Alors voilà, maintenant c'est ma petite partie hypothèse théorique, mini-hypothèse théorique si on peut dire ça comme ça. Donc, concernant les Gear Force Snake Man, moi je vais vous donner ma petite idée sur le sujet, sur l'issue du combat, d'un point de vue assez rapide. Physiquement, ça me semble assez logique que Luffy prenne la forme d'un serpent, car l'élasticité de son corps lui permet cette faculté de changer son apparence. Cette forme lui permettra de déguiser tous ses sens, sauf l'ouïe. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien tout simplement car les serpents sont sourds. En se mettant un handicap sur l'ouïe, ça lui permettrait de mieux se concentrer sur l'environnement qui l'entoure. Et on sait que les serpents peuvent percevoir très facilement les vibrations dans le sol. D'ailleurs, il se peut même qu'ils perçoivent les vibrations dans l'air également, vu que Katakuri est éveillé. Ce qui pourrait procurer à Luffy un avantage sur son éveil, justement. Cette forme lui donnerait une agilité extrême, donc des mouvements très rapides, autant pour l'esquive que pour l'attaque. Son corps sera recouvert entièrement de Haki pour combiner à la fois l'élasticité et la rigidité de son corps. Même si Katakuri verra le bout du futur de ce qui arrivera, Luffy sera tellement rapide que Katakuri n'aura même pas le temps de réagir en conséquence en contre-attaquant Luffy. Car Luffy sera beaucoup plus rapide que le temps de réaction de Katakuri. Donc voilà, c'est plus ou moins ma petite idée par rapport à ça. Donc voilà, c'est la fin de cette revue dans un format différent qui j'espère vous plaira, en espérant que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à me faire part de vos avis en commentaire. Et comme d'habitude les Kaizoku, n'hésitez pas à rentrer dans la Kaizoku si ce n'est pas encore fait. Sur ce, à la prochaine, portez-vous bien d'ici là, Jan et les Kaizoku.